ce que je vous propose, c'est qu'on inverse quelque part l'interview, puisque Claude, vous étiez également à cette conférence en Chine. Il se trouve que le 3e jour de cette conférence était proposé d'aller visiter sur le terrain des choses qui étaient développées à Pékin. Il me semble que vous avez été dans un lycée. De quel lycée s'agit-il ? Il s'agit du Beijing National Day School, qui est un établissement public qui accueille 4300 élèves donc, à Pékin, ce qui équivaut, établissement qui équivaut à notre collège et notre lycée, plus exactement aux 3 dernières années du collège et aux 3 années du lycée, donc 6 années de formation. Établissement qui accueille en fait dans son cœur 2 établissements, un établissement national, traditionnel, classique, qui est comparable à tous les autres établissements publics qui peuvent exister à Pékin, mais également un établissement à vocation internationale, un établissement dont les enseignements se font en anglais. Alors pourquoi ont-ils choisi cet établissement ? Bien parce que c'est un des établissements les plus prestigieux de Chine, de Pékin d'abord, mais de Chine également, et qui est connu au niveau international. D'accord. Et vous dites établissement public, mais il me semble que ce n'est pas gratuit pour y entrer. Alors, pour ce qui est de l'établissement national, on n'a pas eu l'information selon laquelle ça pouvait être ou gratuit ou payant, mais si on se réfère à la constitution chinoise, ça doit être gratuit. Par contre, effectivement, la partie internationale de cet établissement est un établissement qui n'est pas gratuit, pour lequel les frais de scolarité sont même élevés. Ceci étant, 15 000 €, c'est à peu près le tarif des autres établissements privés de Pékin, parce qu'il y a des établissements privés en Chine. Et si on prend l'exemple, par exemple, de l'établissement français, du lycée français de Pékin, qui accueille aussi des élèves de la maternelle jusqu'à la terminale, les frais de scolarité culminent à 18 000 € pour la section internationale en classe terminale. Un autre exemple, le Canada a créé effectivement un établissement privé à Pékin et les frais de scolarité sont à 28 000 $ la scolarité et il n'est que le 9e dans l'échelle des prix des établissements privés à Pékin, il y a encore plus cher. Alors, vous y étiez donc dans le cadre de cette conférence sur l'intelligence artificielle en éducation. Qu'est-ce que vous y avez vu qui vous a marqué ? Alors, d'abord, on y était un samedi matin. Et il se trouve que cet établissement ne fonctionne pas le samedi matin, donc il était plutôt vide, l'établissement. Toutefois, il y avait des élèves et nous les avons vus dans des cas très particuliers. Nous les avons vus dans des ateliers où il nous a été difficile de comprendre si c'était des ateliers qui intégraient directement à l'ensemble du programme. Et à vrai dire, nous pensons que non. Et il nous a semblé qu'il s'agissait d'ateliers comparables à ce qu'on appelle, nous, des Fab Labs ou des Makerspace, où les élèves, les étudiants sont en activité de projet sur essentiellement des matériels informatiques, des ordinateurs, des objets connectés sur lesquels ils travaillent. Alors, que font-ils véritablement ? Et ce qui m'a frappé d'abord, c'est que nous avons trouvé une salle de robots où il y avait une bonne dizaine de robots Nao. Je rappelle que les robots Nao ont été créés par une société française, la société Aldebaran, et rachetés par les Japonais, par la société SoftBank, qui sont des outils utilisés dans les universités françaises, quelques lycées en France. Mais là, manifestement, il y avait de très nombreux robots. Ils avaient un exemple de Pepper, qui est la dernière maquette des robots fabriqués par cette société. Alors que font-ils ? Eh bien, tout simplement, l'ensemble des logiciels vendus avec ces machines, avec ces robots, permettent des programmations et en particulier permettent de mettre en place de l'échange de paroles entre un humain et le robot et de l'adapter à des situations particulières. C'est par exemple utilisé pour l'accueil dans les banques. Là, par exemple, ils avaient un robot aussi dans cet établissement qui permettait l'accueil et qui permettait de répondre à toutes les questions que l'on pouvait se poser. Ce sont les élèves qui programment ce robot. Alors, les programmes préexistent, mais les élèves adaptent ces programmes pour faire en sorte que ces robots fonctionnent dans des spécificités particulières.
Tout à fait. Et on a vu des élèves, des étudiants qui sont des étudiants de lycée, là, dans ce cas-là, que tout à fait en train de programmer ces robots. Ils utilisent du langage machine, ils utilisent le C++, ils utilisent plusieurs autres langages et ils programment effectivement ces machines. Et alors, ce qui est frappant, c'est que je n'ai pas vu d'enseignants. Je n'ai pas vu d'enseignants, ou alors ils étaient cachés, ou ils étaient au milieu d'eux et qu'on ne les a pas perçus. Ce qu'on a surtout vu, c'est des élèves en action. Et des élèves en action qui, en fait, répondaient très aisément à la question qu'on leur posait, dans un anglais excellent. C'est-à-dire que l'enseignant se fait en anglais, mais dans un anglais excellent, expliquant ce qu'ils faisaient, étant passionnés, donnant l'impression qu'ils étaient très passionnés par ce qu'ils faisaient. Et effectivement, l'impression que nous avons eue, je n'étais pas le seul à le ressentir, c'est qu'il y avait là beaucoup de matériel qui a un coût élevé, puisque par exemple la dernière maquette de robot Pepper coûte $20 000, un exemplaire de Nao c'est $8 000, donc manifestement il y avait le matériel qu'il faut, et les conditions de travail, une relative liberté d'un travail en groupe des élèves, qui était, me semble-t-il, exemplaire. Alors, est-il symptomatique de tout ce qui se fait en signe? Je ne sais pas, je ne pense pas, mais là, c'était tout à fait édifiant. Est-ce que vous auriez d'autres exemples? Bien, écoutez, j'ai été aussi frappé par le fait qu'on trouvait côte à côte des machines ultra perfectionnées, bien sûr des ordinateurs, et des étaux. Qui nous semblait dire que les élèves étaient tout à fait capables de manipuler le fer et le bois. La preuve, c'est qu'on a vu des élèves de collège câbler des drones. On a vu aussi des élèves fabriquer des ailes volantes. Alors, on leur pose la question, mais vous les fabriquez, vous inventez? Oui, tout à fait. On crée une aile volante. Ensuite, on va la tester. Après l'avoir testée, on va la modifier. Ensuite, on va grâce à des logiciels de dessin vectoriel, on va les formater en langage informatique. On va ensuite les faire produire par une machine-outil automatique qui était sur place, en bois. Et ensuite on les testera en temps réel. Donc on voit bien que du point de départ de la fabrication jusqu'à sa réalisation, jusqu'au test, les élèves sont mis dans des situations réelles de fabrication. Et là aussi, pour des élèves qui suivent un enseignement général, a priori, c'est tout à fait étonnant. Et donc, y compris de drones. Ah ben oui, on les a vus, moi j'ai vu des drones totalement démontés, les élèves les démonter, les remonter, paramétrer les données de pilotage de ces drones, oui, tout à fait. De la même façon, on a vu des étudiants qui étaient en dernière année, donc c'était en la 12e année, donc l'équivalent de la classe terminale, en train de diriger et de piloter un appareil sous-marin qui en fait détectait la présence éventuelle de poissons dans cette piscine et de prendre des photos et de diriger l'appareil sous-marin avec des outils, des ordinateurs. Je n'ai pas véritablement analysé ce qu'ils faisaient, mais on a bien vu qu'effectivement ils étaient dans une fabrication, une gestion d'un projet que l'on rencontre dans nos écoles d'ingénieurs. Dans la plupart des écoles d'ingénieurs en France aujourd'hui, nous avons effectivement ce type d'activité que des étudiants prennent en charge ensemble et font de la fabrication très rapidement d'une réalisation d'un projet qui peut être d'ailleurs, par exemple, l'organiser un match de foot avec des robots ou organiser des activités tout à fait originales faites par des robots, des machines robots. On a déjà évoqué le fait que ce lycée est un peu particulier. Est-ce qu'on touche, selon vous, là, à la réalité de tous les établissements chinois? Alors, nous n'avons pas eu d'informations sur place. Je pense que, d'abord, pendant 3 journées, avec un seul établissement vu, il n'était pas possible d'avoir une analyse plus complète de la réalité du système éducatif chinois. Il n'empêche que le système éducatif chinois, aujourd'hui, d'après toutes les enquêtes que nous pouvons avoir, voit apparaître de plus en plus des établissements privés. Ces établissements privés ont des formes extrêmement diverses.
se développe bien sûr d'abord dans les grandes villes, mais aussi dans des petites villes. À l'origine, ce sont soit des parents, soit des personnes privées qui, avec l'accord des autorités locales, créent ces écoles, qu'ils soient des écoles primaires ou des écoles moyennes ou des lycées, font venir des enseignants, recrutent des enseignants, font venir des enseignants de l'étranger. J'ai croisé par exemple dans le déplacement à l'intérieur de la Chine que j'ai fait juste après cette conférence, un Anglais qui venait d'être recruté par contrat par un établissement d'une ville du sud de la Chine et qui devait assurer de l'anglais. Il avait un contrat d'1 an renouvelable plusieurs fois. Dans cet établissement de Pékin, nous y avons rencontré des enseignants étrangers. My name is Mr. Felder. I'm the IB music teacher, but I am also do a ukulele class. Par exemple, l'enseignant de physique était un Allemand, l'enseignant de chimie était un Américain, l'enseignante de français qui s'exprimait dans un excellent français était chinoise par contre. Donc oui, dans cet établissement, il y a de très nombreux enseignants étrangers que l'on trouve aussi dans les établissements privés. Alors, est-ce que l'enseignement est uniforme dans toute la Chine? L'ensemble de tous les indicateurs nous laissent penser que non. S'il y a des établissements privés de cette nature, c'est qu'il y a de très nombreux nouveaux riches en Chine. Les estimations faites par la Chine elle-même, en 2016, donnaient 1 600 000 Chinois qui avaient un patrimoine supérieur à 1,2 million de dollars, ce qui est quand même important, avec une croissance très forte qui continue depuis 2016, bien sûr. Donc pour répondre aux besoins, aux attentes certainement de ce public, dont on sait qu'effectivement il comporte des Chinois qui ont qu'un seul enfant, il ne faut pas oublier que ça a été la politique longtemps de la Chine, on investit beaucoup pour son enfant et ces Chinois riches souhaitent des enseignements de qualité et ils se dirigent préférentiellement vers des enseignements privés qui subventionnent d'ailleurs par des dons. Et il n'est pas surprenant de voir qu'effectivement, à côté de cela, il existe, et en particulier dans les campagnes, des établissements publics chinois qui sont plutôt en difficulté. La moyenne des élèves dans ce lycée exceptionnel de Pékin, c'est de l'ordre de 25 élèves par classe. Il n'est pas surprenant que dans des classes des campagnes, de lycées de campagne, on ait des classes à 50 élèves. Donc ce n'est pas du tout les mêmes conditions. Même dans cet établissement, s'il y a sur les 400 enseignants, 37 enseignants qui sont docteurs et une centaine qui sont titulaires d'une maîtrise, on le voit bien, les autres ne sont ni docteurs ni titulaires d'une maîtrise. On imagine donc que dans les établissements publics, le nombre d'enseignants qui n'ont pas reçu un niveau de formation de cycle supérieur, de niveau de maîtrise, existe et est relativement important. Donc il y a de très grandes inégalités entre ces établissements, je dirais de terrain, public, des campagnes en particulier, et ceux des villes, et en particulier de Pékin et de Shanghai, des grandes villes chinoises. Que la Chine souhaite d'ailleurs résorber grâce à l'intelligence artificielle. Alors justement, c'est un point important. Vous donniez tout à l'heure l'exemple de cette classe exceptionnelle où on avait l'enseignant vrai et l'enseignant virtuel, que l'on pouvait très bien avoir des classes où des enseignants virtuels pourraient peut-être remplacer l'enseignant, l'humain enseignant, et que l'intelligence artificielle pourrait éventuellement se substituer à l'intelligence humaine. C'est effectivement une piste qui est envisagée. Et si aujourd'hui la Chine compte 16 millions d'enseignants, ils ne sont certainement pas tous formés au même niveau. Et c'est vrai que le champ de l'intelligence artificielle, le champ de la robotique, est un champ sur lequel, je pense, la Chine investit pour répondre à cette problématique de la qualité de l'enseignement. Sachant que dans l'exemple qui a été donné, l'enseignant virtuel ne se substituait pas à l'enseignant réel, il le supplémentait, puisqu'on avait toujours un enseignant dans la classe. Alors, autre chose qu'il faut dire aussi, c'est que l'enseignement en Chine est un enseignement qui n'a rien à voir avec ce que l'on connaît dans nos classes en France et peut-être en Europe, et je dirais même plus particulièrement avec ce que l'on connaît dans les pays du nord de l'Europe. La sélection existe, elle est très forte. Pour passer du primaire au collège, il y a un examen. Pour passer du collège au lycée, il y a un examen. Pour passer du lycée à l'université, il y a un examen qui d'ailleurs, lorsqu'il est organisé, tout est mobilisé pour que les élèves, pour que les lycéens puissent aller passer leur examen.
Et ce qui est important, c'est peut-être pas d'avoir cet examen, c'est le classement dans cet examen. Et le classement permet d'aller vers les universités les plus prestigieuses. Et en particulier, quand on prend l'exemple de ce lycée exceptionnel de Pékin, on voit qu'un très grand nombre d'élèves qui suivent des cycles de formation internationale partent à l'étranger et sont admis dans des universités prestigieuses des États-Unis, d'Australie et de Grande-Bretagne. Quant à ceux qui sont dans les campagnes, on n'a pas les chiffres, mais il semblerait qu'effectivement un moins grand nombre d'élèves réussissent à cet examen, ce d'autant plus que les études supérieures sont payantes. Et même si les familles chinoises sont amenées à investir beaucoup de leurs revenus dans l'éducation et la formation de leurs enfants, les sommes sont telles que beaucoup d'entre elles n'envoient pas leurs enfants à l'université. Donc il y a un gros challenge pour le gouvernement chinois, me semble-t-il, qui est celui d'abord de faire vivre simultanément une éducation qui semble hétérogène, hétéroclite et peut-être même très inégalitaire entre les campagnes, d'une part, les grandes villes, les villes et surtout des grandes capitales comme Shanghai et Pékin. Il y a donc ce challenge qui me semble important, avec celui d'une formation de qualité pour l'ensemble de tous les enseignants, et puis ce challenge de l'intelligence artificielle qui est vécu comme stratégique pour ce pays, autant en termes d'exportation, en direction en particulier des pays d'Afrique, des pays d'Amérique du Sud, mais également comme un challenge pour permettre de mieux réussir l'éducation pour tous dans ce pays qui compte quand même 1,3 milliard d'habitants. On n'a pas évoqué la question des pédagogies qui sont utilisées. Là aussi, on a eu peu d'informations sur ce qui se passe en Chine en allant dans cette conférence. Il n'empêche que quand on va dans un pays comme la Chine, on ne peut pas y aller sans se préoccuper de ce qui s'y passe. Et donc beaucoup de lectures ont pu se faire avant et se faire après cette conférence. D'après les informations que j'ai pu recueillir, poser une question à un enseignant en Chine, culturellement, c'est implicitement lui manquer de respect, parce que c'est considéré que l'on met en doute d'une certaine façon son savoir. Or, les enseignants sont unanimement dans ce pays reconnus comme étant des personnes importantes, et d'une façon générale d'ailleurs, poser des questions à des personnes plus âgées que soi, c'est aussi d'une certaine façon leur manquer de respect. Donc on comprend bien que dans ce contexte-là, le dialogue qui peut s'établir dans une classe entre des apprenants et des enseignants est assez difficile. Et donc l'enseignement est d'une façon générale très descendant, très formel. Et les élèves fonctionnent davantage sur la mémorisation, sur la répétition et sur la mémorisation que sur ce que nous défendons aujourd'hui comme étant essentiel et prôné par l'OCDE, une initiation, un apprentissage à l'analyse critique. À se poser des questions, c'est essentiel, semble-t-il, pour les élèves aujourd'hui dans le monde qui se prépare. Et bien en Chine, il semblerait que ce ne soit pas, d'une façon générale, dans ces établissements-là, chose courante. On voit bien que, d'une part, les élèves sont des récepteurs, plus que des acteurs, alors que dans cet établissement exceptionnel que nous avons vu, nous avions réservé à l'élite, j'ai bien eu le sentiment que cette dimension très américaine, d'ailleurs plus américaine qu'européenne, de fonctionnement des établissements et de fonctionnement de la relation entre l'apprenant et l'enseignant était en fait tout à fait différente. Et on sent bien qu'effectivement, cette élite, qui est une élite fortunée, il faut quand même le dire, ou qui sont les enfants des personnes qui administrent ce pays, qui sont les responsables politiques de ce pays, bien évidemment, pour eux, l'évolution des pédagogies, avec la présence justement en plus de ces enseignants étrangers, a fortement évolué vers la mise en activité, la mise en œuvre de projets, et bien évidemment le fait qu'on se pose des questions pour tenter d'y répondre ensemble, et on apprend ensemble, et on apprend autant des autres que l'on apprend de ce que nous dit l'enseignant. Eh bien, il me semble que c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Claude Tran.
Héloïse Dufour, je vous remercie également. Nous avons fait équipe dans ce voyage et je crois que nous avons été très complémentaires pour apprendre de ce pays.